mettez-vous bien, installez-vous. On va passer une c'est moi qui parle. On va passer une excellente soirée, les amis. Ah, Dominique de Villepin, il date, hein, il date. D'ailleurs, les gars, j'ai vu aussi un truc. Alors, je ne sais pas s'ils vont en parler sur BFM TV là maintenant, aujourd'hui, et même sur le débat de tout à l'heure. Mais j'ai vu que, bon, le Maroc, l'ONU a statué sur le Sahara, a statué sur le fait que le Sahara est marocain. Bon, évidemment, la position de la France sera sans doute respectée, parce que on le voit, les mecs, hein, on va pas se mentir, on le voit, que la France a pris la position du Maroc. Je suis pas là pour créer de la fitna. J'explique simplement que maintenant, de manière officielle, en tout cas aux yeux de l'ONU, de manière officielle, le Sahara est marocain. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Pas de fitna sur mon stream, s'il te plaît. S'il te plaît. Attention. Du budget, de la situation de la droite aussi. Vous êtes devenu ces derniers mois l'une des personnalités politiques préférées des Français. Vous nous direz tout à l'heure si ça vous surprend. D'abord, je voudrais vous faire commencer ce sondage ELAB paru ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche avec BFM TV qui montre que le Rassemblement national poursuit son ascension en cas d'élection présidentielle. Jordan Bardella ou Marine Le Pen caracoleraient en tête des intentions de vote entre 34 et 37,5% des voix. Si on ajoute leurs alliés potentiels, que ce soit Sarah Knafo, Éric... Ah là là, encore un nouveau sondage du 1er novembre. Hein. Bon, Mélenchon, il gagne 3,5 points. Il devance même Glucksmann de quelques points. En espérant que Glucksmann va chuter parce que les gars, c'est pas normal de le voir aussi haut. Édouard Philippe qui a perdu 5 points. Alors, Édouard Philippe, j'ai pas compris pourquoi il est en perte de buzz alors qu'il a annoncé... Il a porté ses couilles, hein. Je suis pas pour le soutenir, hein. Mais il a annoncé que Macron devrait démissionner, ça devrait être logique pour lui. Mais ça lui a fait perdre du buzz. Bon, je sais pas. Merci à Bookstad pour le sub, merci mon gars. Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan, on est à 45% des voix pour l'extrême droite. Est-ce que la victoire de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella est aujourd'hui inéluctable ? Nous sommes habitués à ces bulles politiques qui créent à l'approche des élections présidentielles, mais il faut prendre ce sondage au sérieux. 35% Bardella, ouais. Comment en serait-il autrement ? Quand on voit le spectacle affligeant de la classe politique, l'instabilité gouvernementale, un débat budgétaire qui ressemble à une bataille de scalp, les Français sont affligés. Et donc, ils vont vers le parti qui leur paraît aujourd'hui, et une majorité de Français le considèrent comme tel, comme le parti de la stabilité. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'aujourd'hui, le RN est devenu le parti de la stabilité ? Il faut être capable de gratter un peu. Quand on regarde, par exemple, le contre-budget fait par le RN, 100 milliards d'euros sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on voit ? Des expédients, des formules magiques. On élimine les crédits de l'immigration, de l'écologie, de l'Europe. Et avec tout ça, on laisse penser aux Français que les problèmes seront réglés et que tout ira bien. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a eu, un autre sondage cette semaine, Dominique de Villepin, publié cette fois par l'Institut Via Voice pour Libération, qui dit... c'est pas des intentions de vote, c'est est-ce que vous pourriez un jour, aux prochaines élections, voter pour le RN ? 54% des Français, donc une majorité désormais dit oui, je pourrais glisser un bulletin pour le RN. Est-ce que vous, un jour... En fait, je sais pas comment l'expliquer les gars, mais surestimer le RN, le mettre à 54%, 54% répondent oui, waouh. Waouh les gars, ça fait peur, hein. Honnêtement, on est cooked. Bah, il faudra un réveil de la banlieue française, il faudra un réveil peut-être des abstentionnistes aussi. Il y a aussi autre chose, c'est que il y aura une carte de la France qui va être redessinée en mars 2026 parce qu'elle est municipale. Ça va donner le ton pour la présidentielle. La bataille va continuer les mecs, hein. Si le RN passe à la présidentielle, la bataille va continuer. Qu'est-ce que je vous dis ? Il y aura personne qui va baisser les bras, les gars. Vous baissez pas les bras, hein, ça va pas ou quoi, hein ? Vous pourriez le faire ? Non. Non, parce que je connais l'histoire du Rassemblement national. Je sais le poids des héritages pour les partis politiques. C'est ça à cause de Macron, le poids des traditions. Et je sais que la nature revient au galop indépendamment de la personnalité. Vous voulez dire que le RN ne s'est pas dédiabolisé ? Le RN s'est dédiabolisé. Et je ne mets pas en cause la figure de Marine Le Pen, pas plus que celle de Jordan Bardella. Mais par contre... Attends, le vrai problème, ce n'est pas juste que 54% des Français pourraient voter RN. Ça en dit long sur l'état du pays. Ce chiffre ne tombe pas du ciel, c'est le résultat d'années de désillusion politique, d'inégalité territoriale, de sentiments d'abandon et de fractures médiatiques. On dirait ChatGPT, wesh. Le RN ne progresse pas seulement par adhésion, mais aussi par vide politique. Alors, on en avait déjà parlé, mais je ne sais pas si c'est toi, le viewer, exactement, qui avait sorti ces mêmes mots. Mais il y avait un viewer qui avait à peu près dit la même chose. Le RN comble le vide laissé par
par les politiques, mais les anciens politiques, hein, les politiques habituels, le LR, enfin les LR, pardon, le PS. On peut même peut-être citer la France Insoumise qui ne sont pas des nouveaux dans le secteur politique. Enfin, les macronistes aussi, ils ont laissé un vide absolument abyssal. Et ce vide-là, il est comblé, le trou est bouché par le RN, tout simplement. Merci Nipata pour le sub. Merci mon gars. Salut Louise, salut. Les législatives, ça va être sport. Bah en fait, les municipales into présidentielles into législatives, ouais, ça va être très sportif les 3 prochaines années électorales, hein, putain. Dans l'ADN de ce mouvement, il y a une réalité dont il sera très long de se défaire. Et en particulier, c'est un mouvement qui joue sur les peurs, beaucoup plus que sur sa capacité à redresser le pays. Il laisse miroiter le grand remplacement, comme d'autres partis d'extrême droite. Mais ce que je crains surtout... C'est plutôt Éric Zemmour que Marine Le Pen. Mais c'est vrai aussi, quand on voit la stigmatisation qui est faite d'un certain nombre de catégories, des immigrés et d'autres. C'est surtout aujourd'hui le risque du grand renoncement qui nous guette. Et je parlais de démission de la classe politique. Le véritable risque, c'est quoi? C'est que notre État, qui est un État qui est au cœur de la vie publique, eh bien, que cet État devienne un État identitaire, sécuritaire, autoritaire, et que cela transforme la République, que cela transforme la démocratie, que nous devenions, comme un certain nombre de grands empires aujourd'hui, et de pays européens, une démocratie illibérale. Moi, je ne veux pas que la France soit un jour à l'égal de la Hongrie, sous la botte de grands empires comme les États-Unis ou la Russie. Je crois que il y a une singularité française, il y a une indépendance française qu'il faut défendre, et je ne crois pas que ce soit uniquement en stigmatisant les peurs, en laissant miroiter des formules magiques populistes que l'on peut espérer redresser notre pays. Pour la première fois cette semaine, Dominique Villepin, le Rassemblement national a réussi à faire adopter l'un de ses textes à l'Assemblée nationale. Ça s'est joué à une voix près. C'est un texte important puisqu'il demande à Emmanuel Macron de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite l'entrée sur le sol français des Algériens. Vous l'auriez voté, ce texte? Non, je ne l'aurais pas voté. Et ce texte qui a surtout une portée symbolique, puisqu'il ne change rien sur le fond. Mais il est révélateur de la démission d'une grande partie de la classe politique. Il a été voté avec une partie des voix des Républicains et avec les voix des députés Horizon d'Édouard Philippe. Et l'absence, le silence de beaucoup de députés Renaissance. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que cette classe politique aujourd'hui, elle n'est pas prête à mener le combat contre ce qui est le principal risque pour notre pays. C'est là où Édouard Philippe, il a perdu de la fame, peut-être, hein, parce que j'avoue que Édouard Philippe, qui épouse en quelque sorte enfin, il a mélangé ses voix à ceux du RN pour dénoncer l'accord franco-algérien. Ouais, c'est peut-être là qu'il a perdu ses 5 points, je suis d'accord avec toi. Peut-être c'est ça aussi, hein. Peut-être c'est ça. Mais, de toute façon, les gars, j'ai l'impression que le spectre final, ce qui va se passer, c'est qu'on aura la France Insoumise contre le RN. J'espère que la France Insoumise va gagner en puissance durant les prochaines années, jusqu'à l'année prochaine, en quelque sorte, jusqu'en 2027. Parce que vas-y, tous les micros... Enfin, je vais considérer ça comme un micro-parti, je suis désolé, hein, mais Édouard Philippe, je pense qu'il est très surestimé. Gabriel Attal, pareil. Il y a des mecs comme Glucksmann, je pense que c'est la même chose aussi. Eh, les gars, réfléchissez avec une vision long terme. Est-ce que vous voulez voir un Raphaël Glucksmann au second tour contre une Marine Le Pen qui a de l'expérience, qui va forcément gagner ce débat de l'entre-deux... Pas de l'entre-deux tours, du deuxième tour, pardon. Non, de l'entre-deux tours, je suis en ouf, moi. Pareil pour Édouard Philippe. Après, Édouard Philippe, il est un peu plus costaud, mais vas-y, ça reste quand même une catastrophe. Alors qu'on peut avoir un Mélenchon contre Marine Le Pen, frère. Mais est-ce que tu penses que Mélenchon a les épaules? Mais arrête. Les gars, vous pouvez pas me dire dans le chat que Mélenchon, il est nul en débat d'entre-deux tours. Même s'il les a jamais fait, me dites pas que monsieur Mélenchon est nul. Il a pas d'expérience. Et arrêtez, les gars. Mais non. Ah, je suis pas d'accord avec ça, wesh. Qui est la menace d'une victoire du Rassemblement national, et qu'elle est déjà dans la course après ce parti. D'où le RN a déjà gagné la bataille idéologique, et ce vote en est le symptôme. Il a gagné la bataille des tempéraments, et on voit bien que tous ceux qui représentent les partis qu'on a cités sont déjà dans la course à l'union des droites. Ils ont déjà cédé, en quelque sorte, sur la digue principale. Jacques Chirac, tous ceux qui, au cours de la Ve République, se sont battus contre les idées du Rassemblement national ou du Front national, n'ont jamais imaginé que l'on puisse transiger, compromettre sur cette question-là. Et donc, ce symbole, le vote de cette résolution, qui, une fois de plus, ne change pas les choses sur le fond,
mais qui a une portée symbolique extrêmement grande. Cela montre aujourd'hui que la politique étrangère de la France peut être prise en otage sans que chacun mesure les conséquences que cela représente. C'est-à-dire qu'on a voté à l'Assemblée nationale en faveur de cette résolution au nom d'une vision de politique intérieure. La politique étrangère, elle ne se fait pas selon les humeurs, selon les rejets de tel ou tel État. Vous êtes plutôt sur la ligne du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui dit le bras de fer, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on a tenté ces derniers mois avec Bruno Retailleau, son prédécesseur. Je suis sur la ligne qui a toujours été la mienne et que je n'ai jamais cessé de répéter. Si je résume à grands traits sur l'Algérie aujourd'hui, il y a deux lignes. Soit on va au bras de fer, on renégocie cet accord, soit on continue à discuter avec les Algériens. Laurent Nunez, ce matin, explique que depuis le printemps dernier, les canaux de discussion sont rompus et que l'Algérie, par exemple, ne reprend pas les Algériens que la France expulse sous OQTF. On fait quoi aujourd'hui? Les canaux sont rompus, et pour cause. Les quelques fils que nous pouvions espérer tirer à la suite de la présence de notre ambassadeur lors des commémorations de 1961, des drames de 1961, le petit fil que nous pouvions tirer à la suite d'échanges de messages entre Laurent Nunez et son homologue ministre de l'Intérieur algérien, eh bien tout ça, effectivement, est rompu par ce geste qui est d'une brutalité inouïe. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va reparler de l'Algérie, les mecs. J'ai vu que Zemmour, bah après, je voulais pas le faire ce soir, mais ça m'intéresse pas non plus. Parce que j'avais l'impression qu'on a trop parlé de Zemmour. Mais il a fait une longue interview aussi pour dénoncer l'accord, pour parler aussi de la relation entre la France et l'Algérie. Ouah, c'est pas facile, hein, les mecs. Là, j'ai l'impression que cette semaine, après, peut-être que ça va être mineur, mais j'ai le sentiment que là, pendant les prochains jours, ça va parler beaucoup de l'Algérie, j'ai l'impression, là. Attention, faudra avoir les épaules solides, hein, je vous le dis. Et qui refuse de reprendre ses ressortissants. Et qui revient sur l'héritage gaulliste, l'héritage du général de Gaulle, qui est une politique d'apaisement, de réconciliation, avec une terre qui, pendant 132 ans, a été française. On ne peut pas nier l'importance des relations humaines qui existent de part et d'autre. Et il faut mesurer dans quelle situation nous sommes aujourd'hui sur le plan juridique à la suite de tout cela. Des familles qui ne peuvent plus se voir, des grands-parents qui ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, des étudiants qui ne peuvent pas rejoindre leur université. Il y a des drames humains considérables. Tout ça par idéologie. Alors, je prends en compte ce que vous dites. Que fait-on avec un pays, par exemple, qui refuse de reprendre ses ressortissants, comme c'est le cas depuis quelques mois de l'Algérie? Il est impératif. Expulsé, je précise. Il est impératif que nous reprenions le dialogue avec l'Algérie. D'abord parce qu'il faut que nous réglions la situation de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Le journaliste qui est aujourd'hui détenu en Algérie, qui doivent pouvoir revenir. Rien ne peut justifier qu'il soit détenu aujourd'hui en Algérie. Et puis, nous avons un ensemble de relations avec l'Algérie, qui, sur le plan économique, qui, sur le plan géopolitique, la situation du Sahel ne cesse de se détériorer. Le Mali est en grande difficulté, avec des conséquences sur la situation terroriste dans cette région, qui est très importante pour nos deux États. Nous devons développer notre coopération, elle est indispensable. Une partie des responsables politiques français n'arrive pas à comprendre que la relation entre la France et l'Algérie, elle n'est pas négociable. C'est une relation vitale entre nos deux États, marquée par l'histoire. Vital, carrément. Putain, ça va pas plaire à la droite et à l'extrême droite, ça, mon ami. Hein. Waouh. Je pense que la France Insoumise est contente d'entendre les belles paroles de M. de Villepin, mais waouh. Nous avons le devoir de faire ce qu'il faut pour aboutir, dans un contexte géopolitique qui ne nous facilite pas les choses. Nous avons vu la résolution... J'espère que ça va pas le tuer politiquement quand même, hein, parce que quand tu vois des médias extrêmement agressifs envers l'Algérie, jusqu'à ça nous parle de régime algérien, le régime, alors que je vous rappelle que corrigez-moi si je me trompe les amis, hein, mais l'Algérie est une république démocratique. Ça vote pour tel ou tel député, ça vote pour son président, c'est le même système qu'en France, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, il n'y a pas de respect sur le mot employé, ça fait passer l'Algérie comme un régime, comme si c'était une dictature ou je ne sais pas quoi. Je suis pas là pour lancer une fitna contre l'Algérie ou pas. Mais à un moment donné, il faut respecter. Il faut respecter au moins dans le vocabulaire quand même. Il faut respecter au moins comme le vocabulaire. Dès le vocabulaire, pardon. Là, je suis algérien et c'est dictature modérée. Après, est-ce que c'est la même dictature qu'en France ou pas? Parce que, excusez-moi, mais Macron qui ne respecte pas les urnes, on dit quoi? Une dictature douce? Une dictature modérée? Genre, quelle est la définition qu'on peut employer pour notre pays aussi? J'ai vu un article récemment où il y a de plus en plus de journalistes qui subissent une répression policière, des procédures bâillons. Allez regarder sur internet, les gars, il y a un bel article
qui parle du pressing que se mangent en ce moment les journalistes depuis le mandat d'Emmanuel Macron. Donc moi, je suis désolé, mais comment on peut décrire la France? Comment on peut la peindre? Ah, les gars. Ah, les gars. Une logocratie. Clément Viktorovitch. Voté par le Conseil de sécurité sur le Sahara occidental à l'initiative des États-Unis, où la Russie et la Chine se sont abstenus, ils n'ont pas mis leur veto. C'est donc une donnée nouvelle. Nous avons vu la situation au Sahel se dégrader. On a donc le devoir de faire avancer les choses. Le bras de fer, Bruno Retailleau a essayé. Ça n'a rien donné. Et je souhaite que le président de la République puisse, puisque c'est sa responsabilité, faire ce qu'il faut faire pour apaiser les esprits. C'est-à-dire reprendre langue avec son homologue algérien. Des fautes ont été commises de part et d'autre. Donc c'est à lui aujourd'hui d'appeler son homologue, de renouer les fils. Avec le ministre de l'Intérieur et bien sûr le ministre des Affaires étrangères. Comme Dofla, on dit ça parce qu'on se rend pas compte de ce que c'est, de ce qu'une dictature veut dire. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que moi j'ai fait la comparaison avec l'Algérie, j'ai parlé du mot dictature parce que dans le vocabulaire des politiques français, en tout cas anti-algériens, ça dit régime, dictature, etc. Est-ce qu'on peut vraiment considérer l'Algérie comme une vraie dictature au sens vraiment défini du terme, oui ou non? Ben moi je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Après, je ne suis pas dans cette science-là, je ne suis pas algérien, je ne suis pas un spécialiste du pays, du pays capital Alger, je ne suis pas dans ça. Mais je pense sincèrement que le mot est fort. Je pense que le mot est très fort. Et ils appellent ça vraiment un manque de respect. Et c'est ce qui cristallise justement nos relations entre Paris et Alger. Et M. de Villepin, il a raison. Il faut apaiser tout ça, les mecs. Il faut apaiser tout ça, les gars. Genre, je suis désolé, à un moment donné, on peut pas continuer à faire un bras de fer alors qu'il y a des millions d'Algériens il y a des millions d'Algériens en France qui ont aussi cette double nationalité et on a aussi des entreprises françaises qui sont implantées en Algérie. Enfin, la relation, elle est vitale. Il a raison, monsieur de Villepin. Donc, évidemment qu'il faut à un moment donné renouer ce dialogue. Je sais pas. Il faut le renouer, ce dialogue. Dominique dit Villepin. Les mecs, c'est plus le One Piece Day. Arrêtez ça, s'il vous plaît. De retisser les fils. Et je pense en allant sur place, par exemple? Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui opportun, mais en recréant les conditions d'un dialogue avec tous ceux qui sont susceptibles de jouer un rôle dans la relation entre la France et l'Algérie. Je crois que dans ce contexte, les partis politiques, le régime des partis qui s'installe aujourd'hui au cœur de la République, dessert les intérêts vitaux de la France dans un dossier comme celui-ci. Dominique de Villepin, on voit aujourd'hui, pour en revenir à la situation en France et à l'examen du budget qui se poursuit à l'Assemblée nationale, que les chances de réussir à faire passer un budget avant la date limite du 31 décembre semblent s'éloigner de jour en jour. L'examen ne va pas assez vite, il y a des désaccords très forts sur de nombreuses mesures. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, revendique ce matin dans la presse une stratégie des petits pas. Il dit « je négocie texte après texte, amendement après amendement ». Est-ce qu'il peut s'en sortir ? La situation est très difficile et il est quasiment impossible d'imaginer que ce budget puisse être voté. Et donc, il se passe quoi après ? Et donc, passé les 70 jours, nous avons le choix entre un budget passé par ordonnance, ce qui serait d'une très grande brutalité, alors même qu'on a un gouvernement qui a renoncé au 49.3, ou une loi spéciale qui reconduirait le budget de l'année antérieure. Et qui ne règle pas la question d'endettement. Et qui ne règle aucune des questions, mais on voit bien qu'un certain nombre aujourd'hui de responsables, et en particulier économiques, finissent par considérer que ce serait peut-être une pas si mauvaise solution. Nous avons pris les choses... Entre toutes ces solutions, et une autre que vous n'avez pas abordée, c'est-à-dire la dissolution, que vous avez prônée, vous, à une autre... Ça date, la dissolution, en vrai, les mecs. Ça date. La majorité... Non, moi, je n'ai jamais prôné... Vous avez été dans ceux qui... secrétaire général de l'Élysée. Donc là, je viens de voir le tweet sur Frontières. Vas-y, tranquille. De Frontières sur moi, pardon. Ouais, t'inquiète, mon gars, t'inquiète. On en a parlé en début du stream, t'inquiète. Une autre époque, on parle des années 90. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je n'ai jamais prôné la dissolution dans la période récente. Je pense au contraire que ça n'a fait qu'envenimer les choses. Ouais. Aujourd'hui, nous avons fait les choses dans le désordre. Et on voit bien, le débat qui s'est noué à l'Assemblée nationale sur les recettes l'a montré. C'est une bataille de chiffonniers à coups de mesures et de surenchères pour savoir qui aura la taxe la plus visible, le scalp le plus manifeste qui permettra de marquer des points. Nous sommes donc dans une bataille politique qui n'a pas pour but de faire adopter un budget, qui n'a pas pour but de réduire les déficits, qui n'a pas pour but de faire en sorte que la France, dans la situation économique très grave auquel nous sommes confrontés, s'en tire mieux, mais qui a pour but de marquer des points politiquement. C'est le régime des partis. Donc comment on sort le régime des partis? On a oublié deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a un impératif de justice sociale. Et le gouvernement, d'emblée, aurait dû faire les gestes suffisants pour recoudre la confiance en France à travers ces gestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun
au sein de la nation, doit payer à la hauteur de ses moyens. Et il est normal dans ce contexte que les plus riches, que les entreprises qui font les plus gros bénéfices, que ceux qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement bénéficier de situations de rente ou... Sur Twitter, Dofla, ça a dit « Pourquoi t'es serein comme ça? Est-ce que ton avocat, c'est Harvey Specter ou quoi ?» C'est qui Harvey Specter? J'ai oublié de taper sur Google, mais Harvey Specter, c'est qui? C'est un personnage de fiction de la série Suite. Ah putain, je vois son visage. J'ai jamais vu la série, mais je vois son visage. C'est un mec de Suite, ok. De profits exceptionnels, soit amené à faire une contribution. Que la taxe Zuckman soit votée avant-hier. Mais je ne m'attache pas à des totems et je n'ai aucun tabou. Mais je crois que des gestes importants doivent être faits. Pourquoi? Parce que l'effort que nous devons faire cette année, il faudra le refaire pendant 4 ans. Et c'est donc un véritable travail pluriannuel qu'il faut être capable de faire. Vous voyez le mal qu'on a à le faire cette année. Imaginez ce que ça va être l'année prochaine. Mais pour être très clair, vous auriez souhaité qu'il y ait quelque le nom de Gabriel Zuckman ou un autre nom. Vous auriez voulu une taxe sur les Je veux que par le dialogue, on arrive à la solution la plus juste et la plus transparente. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate à l'occasion de ce débat budgétaire, c'est qu'il y a d'énormes méconnaissances sur la réalité des choses. On ne sait pas quelles sont véritablement les aides qui sont accordées aux entreprises. On ne sait pas quelle est la situation des plus riches, ceux que l'on veut taxer à 2% de leur fortune au-delà de 100 millions. Quelle est leur véritable contribution à l'effort national? Et donc, il aurait été très souhaitable que nous puissions travailler avec un véritable audit par fonction budgétaire, que nous puissions connaître exactement la situation de l'ensemble des différentes catégories. Et de ce point de vue-là, la Cour des comptes, aidée éventuellement par un organisme d'experts en liaison avec l'Assemblée nationale. Là, tu n'as jamais regardé Suite, tu me déçois. Je te déçois carrément. Wesh, le mot, il est pas un peu trop fort par hasard, chef? Genre, mon gars, y a rien, wesh. J'ai pas vu Suite, y a rien, mon gars. Tranquille, la vie continue, non? Aurait pu faire ce travail. C'est le travail que j'ai effectué entre 2005 et 2007 pour réduire la dette et réduire les déficits. Aujourd'hui, on a le sentiment que la politique de la France se fait à la corbeille de l'Assemblée nationale, au doigt mouillé et à coup d'humeur des uns et des autres. Tout cela n'est pas sérieux. Le résultat, c'est quoi? C'est que les entreprises ont le sentiment d'être les boucs émissaires et il y a une démobilisation, il y a une inquiétude, il y a une imprévisibilité de notre situation économique. Les Français sont effarés parce qu'ils ne voient pas où tout cela va s'arrêter et comment surtout nous arriverons à redresser les comptes de notre pays. Et tous ceux qui nous regardent, les marchés, les autres pays européens, constatent cette incapacité française à se prendre en main. Tout ça est tragique. Et je regrette pour ma part que les dirigeants des partis n'aient pas eu à cœur, avec le gouvernement, éventuellement avec le président, de fournir une copie qui soit à la hauteur de la situation. Vous aviez eu des mots rudes à l'égard de Sébastien Lecornu il y a quelques semaines en disant qu'il devait s'émanciper d'Emmanuel Macron sous peine de devenir son gentil toutou. Suite à cette déclaration que vous avez faite, le Canard enchaîné affirme qu'il vous a envoyé un texto. En voici le contenu d'après le Canard enchaîné. Je ne comprends pas cette rage qui sous-entend, vous aurez écrit le Premier ministre, un mépris de classe parce que je ne suis pas issu de l'ENA. Le toutou, c'est le collaborateur du président qui a été nommé Premier ministre, vous donc, ce qui n'est pas mon cas, je suis un élu. Est-ce que vous confirmez qu'il vous a effectivement écrit ça? Non, ce propos, je l'ai déjà dit, il est mensonger. L'Opinion, très bon journal. Ouais. Mais attends, mais Sébastien Lecornu, il a le numéro de Dominique de Villepin, mais c'est quoi ça? Le toutou, c'est le collaborateur du président qui a été nommé Premier ministre, ce qui n'est pas mon cas, je suis un élu. À lui publier l'intégralité des échanges que j'ai eus avec Sébastien Lecornu. Ils ont leur numéro facilement comme ça. Cordiaux, putain, mais qui... le gentil toutou, c'est d'origine, ça c'est pas très cordial. Mais écoutez, il y a quelques valeurs en politique à avoir des responsables qui disent la vérité. J'ai dit à Sébastien Lecornu ce qui le menaçait. Il vaut mieux être averti. Il vaut mieux savoir le risque que l'on court. Gentil toutou, voilà. Je suis à l'opposé. Je suis à l'opposé du système de cours qui malheureusement domine en France. Depuis cette phrase, Dominique de Villepin, la suspension de la réforme des retraites, le dégel finalement des pensions de retraite, le dégel des prestations, des minima sociaux annoncés, vous trouvez qu'il a coupé la laisse, pour reprendre votre... Écoutez, nous le verrons. Nous sommes dans la partie recette. Nous allons engager la partie dépenses. Couper nous verrons la laisse. Bien si, à la fin, nous arrivons à un budget Frankenstein ou si ce budget a quelque cohérence, quelque rationalité et s'il sert véritablement les intérêts de notre pays. Mais d'un mot encore là-dessus, vous lui avez présenté des excuses pour cette phrase ou ça s'est réglé autrement? Mais il n'y a jamais... le chien de garde, c'est bon frérot, il va s'en remettre Sébastien Lecornu. Il va s'en remettre. Vous pensez que le gars, il a que ça à foutre de s'occuper des expressions de merde, petit toutou, bon chien, ça y est, toi aussi, abuse. D'excuses à apporter, j'ai
clairement exprimé ce que j'avais à dire, et nous avons les relations les plus cordiales, comme nous avons pu se le manifester à d'autres occasions. Dans quelques jours, Dominique de Villepin, le 10 novembre précisément, Nicolas Sarkozy connaîtra la date de sa remise en liberté. Déjà. Est-ce que vous considérez, comme certains de ses soutiens, que la place d'un ancien président ne peut pas être en prison? Mais nous ne parlons pas d'un ancien président, Monsieur Fauvel. Nous parlons d'un justiciable qui a à répondre devant la justice et qui a été condamné. Condamné, présumé innocent, en attente d'une éventuelle condamnation ou au contraire innocence. Je l'ai bien parlé là. Donc vous ne partagez absolument aucune de ces attaques contre la justice. Je ne fais pas partie des responsables politiques qui s'adonnent au mélange des genres. On peut avoir des relations personnelles, des relations d'amitié avec l'ancien président de la République. Et pour autant, il y a une décision de justice. Cette décision de justice... Vos relations avec Nicolas Sarkozy, elles ont souvent été, je parle encore une fois d'une époque ancienne, très tendue, très conflictuelle. Mais voilà, ça n'y est pour rien. Ce que vous nous dites ce soir, vous mettez de côté vos désaccords politiques. Mais je suis sur les principes. Oui. Je suis sur les principes. J'ai, en ce qui me concerne, suffisamment souffert de tout cela et j'ai tourné la page. Il y a des principes dans notre République. Vous savez, tout est lié. Les principes républicains, quand on commence à les déboulonner, on change de République, on dénature cette République. Il faut donc être lucide et conscient. Nous avons eu ce débat autour de Marine Le Pen. Nous avons aujourd'hui le débat autour de Nicolas Sarkozy. Et les Français ne peuvent pas ne pas avoir le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Là, je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord que si Sarkozy n'a pas été condamné malgré toutes ces affaires, on aurait vraiment une République vraiment très abîmée, les amis. Et c'est ça le problème, c'est que je me rappelle, il y avait la vidéo du Renoir, les mecs. Oh, je me rappelle le Renoir qui avait dit Sarkozy, je t'aime, Sarkozy, je t'aime. Et tous ces supporters qui étaient en bas de chez lui. Oh là là, quelle image, j'ai des flashbacks dans la tête, les mecs. Quelle image catastrophique pour notre démocratie, les mecs. Hein. Faire croire que Sarkozy, c'est un justiciable très différent de la plèbe. Hein, de la plèbe, il y a Sarkozy et la plèbe. Wesh, respectez-nous, les gars, non? Genre, à un moment donné, faut nous respecter. On est qui? On est des sous-hommes. C'est quoi ça? C'est un justiciable comme un autre, mec. C'est tout, c'est comme ça. C'est quoi ce bordel? République bananière. Bananière. Stylé, il y a le mot banane dedans. Catastrophique pour la République, c'est catastrophique pour la démocratie. Et qui plus est, quand on est un ancien président de la République, on a un devoir d'exemplarité. Il y aura toujours des fous pour aimer les pires chiens. Mais les gars, mais Sarkozy... Putain, c'est... Moi, ce qui me rend fou, c'est que tout a été documenté. Et même du côté de la justice. Parce que là, documenté, mais côté journaliste... Mais côté justice, il y a un dossier de 300 pages. Si on me fait croire que les 300 pages n'ont servi à rien, que Sarkozy, il est blanc sur toutes les affaires qu'il a, il y a un problème quand même. Il y a un souci. Il y a un souci, genre vraiment, il y a un souci. Donc, ne mélangeons pas les choses. Il y a pas mélanger les choses, qui aura lieu dans les prochains mois. Ouais. Ce sera un rendez-vous important. Mais je crois que tout ce qui vient quand même, créer de la suspicion, tout ce qui vient créer du doute est mauvais pour la démocratie, et de ce point de vue-là, nous devons être comptables des gestes, des paroles qui sont les nôtres, de façon à être exemplaires. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a rendu visite à Nicolas Sarkozy en prison. Il a expliqué qu'il le faisait pour aller vérifier sur le terrain les conditions de sécurité de l'ancien président. Est-ce que vous trouvez qu'il y a dans cette visite matière à polémique, ou est-ce que vous considérez que c'est son rôle? Je ne mets pas en doute la bonne volonté et les intentions de Gérald Darmanin. En ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, il y a le risque qu'une telle démarche soit mal interprétée. Donc il faut... C'est-à-dire comme une forme de pression? C'est un risque. Vous savez, la responsabilité, elle doit s'accompagner de beaucoup de réflexions. Il faut peser. Un garde des Sceaux, il doit peser ce qu'il... Lui, il arrive à créer le doute chez les électeurs. Ouais, je sais pas, les gars, mais je pense qu'il touche... Faut dire les termes, les mecs. Hein. Je pense que Dominique de Villepin, il touche à tous les électeurs possibles. Pas sur la droite, très à droite nationaliste. Je pense qu'eux vont jamais voter pour Dominique de Villepin. Mais cette France qui est centrée, mais qu'ils sont... En fait, c'est des centristes, mais qui veulent divorcer du centre, mais ils n'arrivent pas à trouver un excellent candidat. Donc là, ils sont en train de voir, ils sont en train de jauger M. de Villepin. Ils se disent, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas Dominique de Villepin? À gauche, c'est pareil. La gauche PS, bon... il est bien mignon, M. Glucksmann, il est bien mignon aussi, M. Olivier Faure, mais peut-être qu'on va aller chez Dominique de Villepin. La France Insoumise, c'est peut-être la même chose. Les dépolitisés, c'est peut-être la même chose. Peut-être que les abstentionnistes, ils vont se dire, ah, finalement, je trouve que M. de Villepin en vaut le coup. En vaut le coup. La conjugaison, frère, on s'en fout. D'ailleurs, PNL, donc un des frères PNL, qui avait plus soyé, qui a fait un SO, un big up à M. de Villepin.
Donc oui, De Villepin, il est en train de perturber l'élection présidentielle, les mecs. Et me faites même pas croire, hein, là, il n'a pas encore été testé dans les sondages, mais me faites même pas croire qu'en 2027, il ne sera pas candidat. C'est impossible. C'est impossible. Nom de domaine, il a un site internet, il a une équipe de com, il poste ses vidéos sur YouTube, il voit que sur ses vidéos, ça fait du 300 000 vues, 500 000 vues. Il est sur tous les plateaux télé, il parle de politique française et politique internationale. Il est là, les gars, il va être là pour 2027, c'est sûr. Ah, il a été testé. Il a été testé à combien de pourcents, monsieur De Villepin, frérot? Il a été testé à combien? Merci à Toten pour le seul, merci mon gars. 4%, 5%, ok, merci le chat. Ok. 4 à 5%, ok. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais ça peut que monter, les mecs, hein. Ça peut que monter, genre. Fait et ce qu'il ne fait pas. Bon, Gérald Darmanin a décidé de rendre visite, une réunion s'est même tenue avec le directeur de la prison. Est-ce que tout ceci est opportun? Je n'en suis pour ma part pas sûr. Vous ne l'auriez pas fait, vous, dans de telles circonstances? Je crois qu'il faut être économe dans ces situations-là et éviter tout ce qui peut s'apparenter à une interférence susceptible d'être mal comprise. En vrai, le chat, je sais pas les gars, le chat, il y a une finale De Villepin PS. Donc je sais pas si c'est Olivier Faure ou Glucksmann. Votez qui les mecs? De Villepin ou PS? J'avoue le chat, je suis curieux là. De Villepin ou PS? PS quand même. De Villepin, abstention. Et moi je me serais abstenu les mecs, hein. En vrai, Kramel, en vrai les gars, je me serais abstenu moi. Ça ronfle. Ah, vous êtes lucide. On est d'accord le chat. On est d'accord que le plan est pourri là. Parce que merci De Villepin pour tes beaux discours sur la Palestine et sur la situation au Liban. Mais très honnêtement les gars, on a une finale PS De Villepin. Waouh, le vote il sera tellement blanc frère. Ouh là là, je reste chez moi, exactement. Je reste chez moi frérot. Hein. Oh là 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 là. On reparle de votre famille politique, mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore plus jamais votre PS, famille vous avez raison, le chat. Les Républicains. Je ne suis pas membre des Républicains. Mais ça reste votre famille de près de loin, c'est l'endroit où vous seriez plus à l'aise? Non, je suis un gaulliste et donc je ne suis pas aux Républicains. Bon, Bruno Retailleau ne fait plus partie du gouvernement, ça ne vous a pas échappé. 6 ministres LR font partie du gouvernement Le Cornu et ils ont été suspendus du parti. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les Républicains sont dans la majorité ou dans l'opposition ou j'allais dire, est-ce que vous en fichez complètement? Si vous me passez l'expression. J'observe le jeu politique. Ça a été votre famille. Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça a été votre famille. J'observe le jeu politique et je constate quoi? Je constate que malheureusement, les Républicains sont en train de se diviser sur des stratégies personnelles, électorales, de futures candidatures à la présidentielle entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, que Bruno Retailleau, en fonction, n'a pas montré qu'il était capable de joindre la parole à l'action. Beaucoup de rodomontades, beaucoup de promesses. On l'a vu sur l'Algérie, on l'a vu sur la sécurité, on l'a vu sur l'immigration. Mais au bout du compte, le sentiment qu'on peut avoir les Français, c'est que cela ne s'est pas traduit par la mise en place de politiques publiques susceptibles de répondre à l'inquiétude des Français. Regardons la situation de la sécurité en France, elle ne s'est pas améliorée. Vous savez, la politique publique, c'est quelque chose de sérieux. Il faut une vision, il faut des outils et une capacité à coordonner l'ensemble des hommes, des acteurs sur le terrain. Tout ceci n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que les Républicains, à leur tête, ont cédé à la tentation qui est celle du Rassemblement national tous les jours, qui n'est pas de faire de la politique avec le réel, pas faire de la politique avec l'État, mais de faire de la politique avec de la déclaration, avec des anathèmes. Là, vous parlez de Bruno Retailleau? Oui, je parle de Bruno Retailleau. Il fait la même chose que le RN. Mais il est dans la foulée du Rassemblement national. Et si aujourd'hui ils sont dans un passage à vide, c'est bien parce que la crise... En vrai, Dofla, est-ce que tu es absolument incapable de faire un compromis? Alors, je ne sais pas dans quel sens tu poses la question, mais là, si on revient sur le sujet de la présidentielle, excusez-moi les gars, je suis vraiment désolé le chat, hein, je vais vous le dire en 1080p, je suis pas là pour faire des blagues. Si on a supposons qu'on a une finale Glucksmann-Marine Le Pen, la vie de ma mère, je serai le premier à dire abstenez-vous les mecs. Abstenez-vous les gars. Vote blanc ou abstention. Il n'y a pas de compromis, frérot. Je ne vais jamais dire à mon chat d'aller voter Glucksmann. Ça va pas ou quoi, frère? Ça va pas ou quoi? Vous êtes fous, quoi, wesh? Moi, je vais vous dire, ouais, je lance un stream. Allez voter Glucksmann parce qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. D'accord, sur le principe. Il y a des gens qui veulent accepter le compromis. Mais ma personne, c'est mort, les mecs. C'est mort, les gars. Mais c'est mort. C'est mort. Mais... je ne vais pas jeter la pierre à un mec qui veut viscéralement s'opposer à Marine Le Pen
Je prends l'exemple de Raphaël Arnaud qui a dit noir sur blanc, je vais quand même voter contre Marine Le Pen, donc même s'il y a un Raphaël Glucksmann, pardon, je vais voter contre Raphaël Glucksmann, genre. Excusez-moi les gars, c'est propre à chacun. Je suis le streamer qui va vous dire de vous abstenir, mais je ne serai pas le streamer qui va dire « Ah, t'as voté Glucksmann, sale bâtard, va !» Je ne serai pas ce streamer-là. Je ne serai pas ce streamer-là. Voilà. C'est la meilleure décision à prendre, je pense. En train de s'affaisser. Pour un influenceur, en tout cas. Quand Édouard Philippe vote une résolution sur l'Algérie, après, je peux avoir tort, les mecs, c'est pas grave si j'ai tort. De mouvements identitaires qui ne sont pas conformes à la philosophie qui est la sienne. C'est une forme de démission de la classe politique, de course à la reconnaissance, de volonté d'obtenir facilement l'acquiescement des Français. Mais vous savez, les Français, au bout du chemin, ils savent qui est capable de tenir son rang, qui est capable de défendre leurs intérêts. Imaginons, parce que c'est une nécessité, puisque nous allons bientôt démarrer une campagne présidentielle. Vous imaginez ceux qu'on a cités demain faire face à Donald Trump, faire face à Vladimir Poutine, au président Xi Jinping. Ah oui, il a raison. Mais je suis désolé, les mecs, il a raison, Dominique de Villepin. Excusez-moi, vous avez des mecs comme des Bardella qui est en pole position pour la présidentielle. Mais imaginez un Bardella face au président chinois, face à un Donald Trump. Mais vous êtes malade quand vous voyez un Bardella à 35%. Mais inquiétez-vous, les gars. Inquiétez-vous. Et même, le mec qui nous dit tous les jours qu'il va s'opposer à la Commission européenne, il va montrer que la France a sa véritable place centrale dans l'Union européenne. Mais mec, il va se faire manger par les Allemands. Le Bardella, il est bien mignon, mais il va se manger un Frédéric Merz qui va lui tordre le cou, qui va lui tordre le bras. Ça va pas ou quoi? Regardez déjà, regarde juste Macron. Regarde juste l'aura de Macron par rapport aux autres présidents du monde. Et ensuite, tu mets Bardella. Mais qu'est-ce que Bardella va faire de mieux que Macron en termes d'aura farming? En termes d'aura farming, qu'est-ce que M. Bardella va faire? C'est pour ça, les amis, que je ne comprends pas ces 35%. Je ne les comprends pas et je ne vais jamais les comprendre. Parce que les Français ne voient pas assez loin. Ils ne voient pas assez loin en plus. Parce que le président, ok, il a beaucoup de fonctions, mais c'est avant tout le personnage qui va représenter la France à l'international. Monsieur Bardella va nous représenter à l'international, Zebbi. Pitié, genre. Pitié le chat. Je vous en supplie, genre. Vous imaginez Jordan Bardella dans la cour des grands? Est-ce que les intérêts de la France sont défendus? On voit bien qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui du mal à tenir son rang. Il est en grande difficulté dans la capacité à défendre nos intérêts, même s'il y a des points qu'il faut saluer, et en particulier la reconnaissance d'un État palestinien. Un homme qui a de l'expérience, mais la politique, pour arriver à l'Élysée en 2027. On ne s'amuse pas avec la politique. À 2 ans, on peut être tenté de dire « je voterai pour le RN, je voterai pour tel et tel aux Républicains », mais la réalité du pouvoir, c'est qu'au bout du compte, c'est le destin de la France. Est-ce que vous êtes prêts à brader le destin de notre pays? Vous imaginez ce que serait alors le destin de notre pays qui a connu des épisodes tragiques? Rappelons-nous, 1870, la dépêche d'Ems, on l'a cédé devant les Prussiens, 1940, Montoire. Vous imaginez aujourd'hui dans la classe politique une personne telle que vous décrivez? Est-ce qu'il y en a? Mais ça, c'est offrant. Mais moi, ce que je veux, c'est en train de nous dire, je ne laisserai pas les clés de l'Élysée à quelqu'un qui a 30 ans comme Jordan Bardella. C'est ce que je propose de propos. Il n'y a pas de qui décide? Oui. Les Français lors de l'élection présidentielle. Voilà. Et moi, je vais vous la poser différemment. Est-ce que c'est votre portrait que vous êtes en train de dresser? Non, moi, je veux qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se posent un certain nombre de questions. Le poste de président de la République, le poste de Premier ministre, la représentation de l'État, ce ne sont pas des postes qu'on occupe pour le bon plaisir. Ce ne sont pas des postes où on peut se satisfaire de faire des promesses. Ça fait presque 10 ans qu'on voit ce que c'est que des gouvernants qui ne tiennent pas l'État. Et le drame de la France aujourd'hui, c'est l'affaissement de cet État. Eh bien, je souhaite que la France se reprenne. Vous savez, nous avons un grand pays. Nous sommes un pays qui a une histoire, une ambition, des talents formidables. Eh bien, nous allons gâcher tout ça par colère, par peur. En vrai, putain, il faudrait que les médias, ça c'est très important parce que, ok, ça nous partage. Je vais répéter encore ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais ok, ça nous partage des sondages, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que les médias mettent le point d'honneur sur le statut du président, la pièce centrale au milieu de tous les autres présidents. Je me rappelle, les gars, et je pense qu'on a vu la même vidéo, le chat. Rappelez-vous, les gars, quand Macron, il avait rencontré Erdogan. Il a rencontré Erdogan, il lui a serré la main. Erdogan, il lui a pas lâché la main. C'est lui qui avait l'emprise sur Emmanuel Macron. Macron, il aurait pu dire, bon frérot, lâche ma main, on a compris, on s'est serré la main, basta. Non.
Non. Genre, littéralement, le président turc lui avait vraiment attrapé la main. Il a dit, reste là, t'es mon petit, frère. T'es mon petit, mon gars. Mec, c'est un truc de fou. L'aura de Erdogan a bouffé l'aura de Emmanuel Macron. Donc oui, j'aimerais bien que les médias l'étoffent d'un futur président, Bardella par exemple. Est-ce que Bardella, il aura les épaules pour tanker? Mais c'est super puissance. Parce que oui, la Turquie est une puissance, les gars, est une puissance militaire assez considérable. Peut-être même l'une des plus puissantes en nombre de militaires, en nombre de réservistes. Mec, faut avoir de l'aura de baiser, genre. Excusez-moi, c'est important quand même. C'est important. Trump, il l'a humilié aussi. Trump avait humilié aussi Emmanuel Macron sur l'histoire de la Palestine. Il y avait tous les chefs d'État qui étaient alignés avec Trump qui était devant. Trump, il a humilié le président français en disant « Il est où Emmanuel Macron? Il est pas avec nous. Où est-ce que tu te caches ?» Frère, c'est un truc de fou quand même. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Partez là, genre. Réveillez-vous. Parce que nous pensons qu'à un moment donné, il faut jouer à la roulette, je ne la qualifierai pas de russe avec les élections présidentielles, au risque de reconnaître les pires mamans de notre histoire. Je vous écoute. Eh bien, je vois tout cela avec inquiétude. Et si je m'engage aujourd'hui en politique, si je reviens 18 ans plus tard, vous l'avez rappelé, c'est parce que je pense qu'il y a des combats à mener dès maintenant. Je m'engage en politique, ça veut dire quoi? Il a dit les pires mamans, les pires moments, les mecs. Oh, elle abuse. Moments, les mecs. Moments. Que je pense qu'il y a des combats à mener dès maintenant. Je m'engage en politique, ça veut dire quoi? Quand on est comme vous, quand on a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tous les grands sujets, on a parlé de l'Algérie, on a parlé du budget, sur tous les grands sujets, je veux montrer qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une France, qui mène où? Une France républicaine, une France humaniste, une France universaliste, et que nous n'avons pas à nous renier, nous n'avons pas à devenir un tout petit pays tenu par une laisse pour imaginer un avenir pour la France. J'ai l'impression d'entendre votre discours à l'ONU, c'est le Premier ministre d'un vieux pays qui vous parle ici, et vous lancez à l'Assemblée Générale. Oui, nous vieillissons, monsieur Fauvel, nous vieillissons. Évidemment, mais j'ai aussi le sentiment d'avoir devant moi quelqu'un qui est officieusement candidat à l'Élysée, ou officiellement d'ailleurs peut-être. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez par exemple commencé à recueillir les fameux 500 signatures? Mais, monsieur Fauvel, j'ai créé un parti. Oui. Ce parti est en train de s'organiser, de se structurer, de nommer un certain nombre de responsables. Tous les partis, bien évidemment, de se préoccuper de la question des signatures. Mais ma démarche, ce n'est pas une démarche personnelle. Ma démarche est une démarche d'équipe. Je crois qu'il faut... vous n'allez pas chercher des signatures pour quelqu'un d'autre. Mais l'idée neuve aujourd'hui en France, c'est l'idée du rassemblement. Vous voyez, il y a des talents formidables dans notre pays. On a écouté Jean-Louis Borloo nous expliquer l'un des grands nœuds gordiens aujourd'hui auxquels notre pays est confronté. La question de la relation entre l'État et les territoires. Il y a des guichets à l'infini, il n'y a pas de pilote, on ne sait pas où on va, il y a des doublons partout. Voilà des voix qui compte dans notre pays. C'est drôle ce que vous dites, que vous savez que vous êtes aujourd'hui la deuxième... Le nom de son parti, les gars, c'est la France humaniste. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le nom du parti politique de Dominique de Villepin s'intitule la France humaniste. LFH. Personnalité politique préférée des Français. Et la première, c'est... LFH. Jean-Louis Borloo. Et c'est pour dire que ces nœuds gordiens, la question du travail en France. En France aujourd'hui, le travail ne paye pas. Comment fait-on pour faire en sorte qu'il puisse véritablement rémunérer tous ces nœuds gordiens? C'est pas par des promesses, c'est pas sur les estrades qu'on les réglera, c'est par un travail profond, assidu, avec des gens qui connaissent l'État, des gens sérieux. Et donc je veux rassembler le plus grand nombre possible de bonne volonté, de talent, et puis cette équipe-là déterminera le moment venu qui doit représenter notre famille politique. D'un mot, vous en êtes à combien dans les signatures? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, c'est un travail long pour une raison très simple, monsieur Fauvel. Il ne vous a pas échappé que les municipales n'avaient pas encore eu. Oui, exactement. Mais il n'y a pas que les signatures des maires qui comptent, même si vous avez raison, c'est le gros des signatures, parce qu'il y a 35 000 maires. Donc la véritable collecte commencera après. Ce matin, le sondage ELAB, on en parlait tout à l'heure, vous êtes crédité de 3 à 5% des intentions de vote. Vous l'avez lu ce matin, ce sondage. Qu'est-ce que vous le dites? Écoutez, pour quelqu'un qui n'est pas candidat, qui revient après... En vrai, être à égalité avec Fabien Roussel, il est derrière Éric Zemmour. Ah, ça pique un peu quand même. Hein. Ça pique un peu. N'empêche, les amis. N'empêche, hein, je vois que Éric Zemmour, il a beaucoup de gaz sur Twitter. Il n'y a aucun souci. On voit quand même que le réseau social est pourri par l'extrême droite. Mais il y a un monde où Éric Zemmour sera encore à des 7%, 8%. Hein, il y a moyen qu'il progresse entre 2022 à 2025 parce que, vas-y, ok, le monde s'est ultra polarisé à droite, il n'y a aucun souci. Mais bon, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Ça fait pas beaucoup, hein, genre, ça reste peu, hein.
je donne 10% à De Villepin, un petit 10-15% et la mort du PS, LR et Macronie. Ah, vous êtes des petits suceurs, hein. Ah, vous êtes des petits suceurs parce que moi, quand je disais Dominique De Villepin à 10%, vous avez attrapé ma veste, les mecs, hein. Moi, il dit, ouais, vous surestimez Monsieur De Villepin, Monsieur Doflamingo. Attention, Dofla, tu dis n'importe quoi, il sera à 5%, 2%. Ah, vous sucez maintenant, hein. Vous sucez, hein. C'est bien, vous sucez. Ou peut-être que vous étiez déjà dans mon train, en fait. Peut-être que vous étiez déjà dans mon train et vous êtes les bienvenus. Venez, les gars. Venez, ceux qui croient en moi. Venez. Non, il fera 10%, les mecs. Il y a moyen qu'il fasse 10%. Franchement, je pense que Dominique De Villepin, il incarne en quelque sorte cette France qui a besoin d'avoir un vrai leadership au niveau de l'État et de ce territoire, c'est ce qu'il a dit, mais aussi un leadership à l'international où il faut véritablement tenir tête à des chefs d'État qui sont devenus des chefs d'État qui sont dans la punchline, qui sont dans la provocation, qui sont dans l'aura farming. Genre, il faut ce président, il faut cette stature. Donc, je ne dis pas qu'il ne l'incarne pas, je pense qu'il l'incarne. Il manque encore des facettes qu'on n'a pas encore chez Monsieur De Villepin. Ça reste quand même profondément un gaulliste, mais un gaulliste, mais surtout c'est un mec de droite aussi, sous la présidence de Chirac. On voit qu'il a changé, on voit que ça ne le dérange pas de taxer les riches, on ne connaît pas encore son programme, il reste encore pas mal de choses à découvrir chez ce personnage. Mais en tout cas, par rapport à un Fabien Roussel, par rapport à des Éric Zemmour, par rapport à des Dupont-Aignan, bon, il est le seul à avoir des chances de faire 10%. Voilà. Une longue traversée, je trouve que c'est déjà un début d'atterrissage. Bien résumé. Tout est Merci. à faire. Je ne suis pas naïf. Enfin, et puis surtout... C'est pas gratuit parce que des fois, il y a des publicités sur ma chaîne Twitch. Mais merci. Le combat commence, il faut convaincre les Français, il faut mettre sur la table des sujets qui aujourd'hui n'y sont pas. Et c'est un immense travail, c'est le travail de la démocratie. Je voudrais qu'on dise un mot, puisqu'il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, la France... J'ai dit des bêtises. 3 semaines d'émeutes urbaines après la mort de 2 adolescents, Ziad et Bouna à Clichy-sous-Bois. Vous étiez Premier ministre depuis quelques mois quand les émeutes se sont déclenchées. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient recommencer aujourd'hui? Ce fut un drame terrible. De Villepin, 10%, ouais, c'est d'élu. Encore une fois, les amis, clippés. Et on en reparle en 2027. Clippés. Et la tête de ma mère si j'ai tort. Tête de ma mère si j'ai tort. Je serai le premier à genoux. Je serai à genoux avec une laisse de chienne et je vais m'excuser. C'est bon ou pas? Non, pas une laisse de chienne. J'ai la flemme d'acheter une laisse. J'ai la flemme d'acheter une laisse. Mais être à genoux, c'est gratuit. S'excuser, c'est gratuit. Donc je serai à genoux et je dirai pardon, frère. Voilà, c'est tout. Était profondément marqué par ce drame et les deux figures de Ziad et Bouna restent profondément gravées en moi. Et la rencontre que j'ai eue à Matignon avec les parents, les familles, trop mon chat, putain. En compagnie de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a été un moment très fort d'émotion et de regret, parce qu'il faut dire les choses. Qu'est-ce que vous regrettez? À ce moment-là, la République, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous n'avons pas trouvé les mots justes. Puisque nous avons repris dans un premier temps l'analyse du ministère de l'Intérieur, qui était une analyse qui imaginait qu'il y avait eu un cambriolage, et c'était faux. Ces deux jeunes n'étaient en rien mêlés à un cambriolage. Ils sortaient d'un match de foot, revenaient de Livy-Gargan pour aller chez eux à Clichy-sous-Bois, et ils étaient totalement innocents. Donc ce sont des choses qui marquent. Elles ont joué dans la rupture de confiance et dans les 3 semaines d'émeutes? Je pense qu'elles ont créé un profondément sentiment. D'ailleurs, j'ai appris, les mecs, j'ai vu un reportage sur Ziad et Bouna. J'ai appris que la veille genre une semaine avant sa mort, ou je crois quelques jours avant leur mort, Sarkozy il avait sorti des punchlines en mode Karcher, on va vous en débarrasser ou je sais pas quoi. Et il me semble que Ziad et Bouna, ils sont décédés juste après la punchline de Sarkozy. Waouh. Un profond sentiment d'injustice et d'abandon, et que la confiance, ça se gagne lentement. Il y a eu malheureusement d'autres éléments qui après ont aggravé les choses, et c'est pour cela que ça a été un long travail que de cicatriser tout cela et d'essayer de reprendre les choses. Malheureusement, si l'on prend la situation 20 ans plus tard, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est dégradée. Et une de mes grandes tristesses, c'est de voir que la politique de la ville a été complètement écartée. Malheureusement, Emmanuel Macron a considéré que ce n'était pas quelque chose de suffisamment important. Et donc, cette politique de la ville, aujourd'hui, elle est en panne. Ça fait partie de ces très nombreuses politiques publiques. On pourrait citer le logement, l'égalité des chances et beaucoup d'autres qui doivent être reprises. Et à l'heure où le budget risque de couper dans les budgets des associations, j'alerte sur le fait que ces associations font un travail formidable dans notre pays, en matière culturelle, en matière sportive, en matière éducative. Et ça, c'est des talents qu'il faut reconnaître.
la République ne reconnaît pas suffisamment le travail qui est fait partout sur les territoires, par des bénévoles, par des gens qui engagent leur temps et leur vie au service des autres. Wesh, ça s'est bruté. Ça s'est coupé brutalement comme ça, là. T'es sérieux, chef?